Si on veut comprendre les grandes entités du relief, les monts du Forez, avec tous ces décalages altitudinaux, la plaine du Forez, qui est en contrebas, tous ces pointements volcaniques, hein, il y en a 93 hein, dans la plaine et alentour, toute l'histoire des tracés de la Loire, etc. On est obligé de plonger dans le passé, de faire référence à cette histoire géologique très ancienne, et donc de faire appel à des notions de sciences dures, hein, géologie, paléoécologie, etc. Et il se trouve que dans la région, on a de la chance parce qu'on a, juste au sud hein, des monts du Forez, hein, dans le bassin de Saint-Étienne, on a là tout un bassin qui s'est formé donc, il y a environ 300-350 millions d'années, qui a stocké tout un tas d'informations qui nous permettent de reconstituer, alors pas complètement évidemment, l'histoire paysagère pour ces périodes très anciennes. Donc c'est ce bassin de Saint-Étienne avec ses couches de charbon, ses couches de sable silicifié, de grès, et puis tous ces fossiles qui ont été trouvés hein, lorsqu'on a extrait le charbon. Hein. Alors malheureusement, ce n'est pas valorisé dans notre région, mais scientifiquement ça l'est, et beaucoup de scientifiques ont travaillé sur ces formations-là et ont pu avoir une idée du paysage à certains moments de ces périodes anciennes, du paysage régional. C'est comme ça qu'ils ont pu montrer que par exemple, la région de Saint-Étienne, Sud-Forêt, on était là à peu près à 4-5 000 mètres d'altitude sous l'équateur à cette époque-là. On oublie un peu cette dimension du paysage pour focaliser à mon avis trop souvent sur uniquement les retouches, parce que finalement à l'échelle géologique ce ne sont que des retouches, et les retouches que l'homme a apportées au paysage à partir du moment où il est venu hein, au néolithique cultiver, donc défricher, mettre le feu, etc., labourer, favoriser telle espèce de plante par rapport à telle autre, etc. Et ça aboutit donc au paysage qu'on a sous les yeux, mais ça c'est qu'un aspect du paysage. Hein. L'autre aspect c'est l'évolution du paysage à des échelles qui nous dépassent évidemment, qui sont les échelles des millions d'années, puis l'évolution à l'échelle simplement des dizaines ou des centaines de milliers d'années, avec les alternances de périodes glaciaires hein, et de périodes interglaciaires. Et ça aussi, alors ça n'explique pas les grandes entités du relief, hein, c'est pas la période glaciaire qui a façonné Pierre-sur-Aude. Par contre, ça explique la physionomie de certaines vallées. Hein, on parle de vallées glaciaires à juste titre, hein, pour Chorsin par exemple, Prédaval, etc. On a tout un tas de formations hein, qui sont importantes aujourd'hui parce que sur ces formations sont développés des sols et que, notamment pour les arbres, hein, il est important de connaître non seulement le sol, mais les formations qui sont en dessous, hein, dans lesquelles l'arbre a plongé ses racines. Et beaucoup de ces formations sont de cette époque, de ces époques glaciaires. Alors on connaît surtout la dernière, hein, parce que le problème des époques glaciaires, c'est que chaque époque glaciaire, finalement, élimine un peu les preuves, les témoignages de l'époque antérieure, puisque les glaciers se déplacent et ont tendance à un peu tout chambouler. Il y a des choses qu'on connaît un peu mieux parce que c'est la période humaine, parce qu'on remonte à quelques millénaires en arrière. Donc plus on se rapproche de notre époque, plus les scientifiques sont en capacité de récupérer de l'information, hein, une information qui est à la fois naturelle. Hein. Nous, c'est ce que l'on fait quand on va carotter dans les tourbières, dans les sédiments lacustres, pour récupérer des grains de pollen, des frustules de diatomée, des charbons de bois, etc. Et avec tout ça, on essaie de reconstituer. Alors, c'est jamais une reconstitution à 100%, mais on arrive à reconstituer quand même quelques pans de cette histoire des sociétés humaines depuis que l'homme est devenu agriculteur. Et puis après, évidemment, il y a tous les témoignages beaucoup plus récents, les textes, les cadastres, les photos aériennes, oui, les vieilles photos aériennes, mais même les photographies plus anciennes, voire les tableaux, hein, les tableaux de peintres, hein, qui racontent aussi un peu cette histoire paysagère. Alors c'est tout un travail hein, d'interprétation, bon, est-ce que le peintre a véritablement peint la réalité? Bon, ça c'est un travail avec nos collègues historiens de l'art, hein, qui peuvent nous aider à décrypter ces tableaux. Mais on peut tirer de l'information scientifique de tout un tas d'archives au sens très large du terme, et ça suppose évidemment des travaux interdisciplinaires, et puis le souci d'avoir une approche qui n'est pas une approche d'hyper-spécialiste, mais une approche un peu plus globale du paysage. On n'apprend pas aux enfants, aux adolescents, on ne leur apprend pas ces grands mécanismes climatiques. On a tendance à leur faire croire que l'homme maîtrise tout, il suffit en fait d'avoir de l'argent et d'avoir des outils, une technologie, et qu'en fait on peut tout maîtriser. Donc on a cet héritage hein, qui nous vient d'Aristote, de Descartes, du christianisme, hein, cette idée que l'homme, et puis du scientisme, du marxisme, hein, on est un peu prisonnier d'un corpus philosophique là, qui fait qu'on a encore l'impression que l'homme peut maîtriser la nature. Le citoyen de nos sociétés occidentales a besoin de retrouver un peu plus d'humilité face à la nature.